Bien, je crois qu'on va commencer pour ne pas perdre de temps. Donc, le sujet qui nous occupe maintenant est droit international humanitaire et ingérence, la mise à l'épreuve. C'est un sujet important qui défraie la chronique depuis des années. Qu'est-ce que le droit d'ingérence ? Existe-t-il? S'agit-il d'un concept éthique ou d'une obligation juridique? Donc c'est à toutes ces questions que l'on va essayer de répondre avec les membres de cette table ronde, que je présenterai très brièvement parce que je crois que vous avez tous dans vos pochettes une biographie très complète de chacun d'entre eux. Je donnerai d'abord la parole au docteur Mohana, que vous connaissez tous, président de Hamel. Ensuite, je donnerai la parole à Véronique, qui est membre de URD, Urgence, Réhabilitation, Développement. Après, je passerai la parole au professeur de l'Université catholique de Lyon, donc le professeur Coudet. Et puis enfin, nous aurons un grand témoin avec Valérie Babise, qui essaiera de nous dire, quand on travaille à Médecins sans frontières, pardon, qu'est-ce que le droit d'ingérence? Voilà, puisqu'on n'est pas forcément d'accord sur toutes ces notions. Alors, pour essayer de situer le débat, je vais prendre la parole, c'est le privilège du président et du modérateur, c'est de pouvoir se donner la parole à lui-même. Donc, je vais prendre 5 minutes la parole pour essayer de très brièvement resituer un petit peu le débat. Alors d'abord, dans quel monde vivons-nous au point de vue relations internationales? Les choses sont à peu près posées, elles sont claires, nous vivons dans ce qu'on appelle le monde westphalien, c'est-à-dire le traité de 1648 qui met fin à la guerre de 30 ans et qui, grosso modo, établit le principe de la souveraineté de l'État. Donc voilà, l'État est souverain. À partir de là, pendant très longtemps, la guerre, par exemple, est un mode normal de règlement des différends entre les États, les princes, les souverains. Donc la guerre n'est pas quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie des relations internationales. Alors après, qu'est-ce qu'une guerre juste, qu'est-ce qu'une guerre qui n'est pas juste? Ça, c'est tout un débat depuis Grotius et de nombreux philosophes. Après, vient le principe de l'ingérence. S'ingérer dans les affaires d'un autre État est la chose la plus naturelle du monde pendant de très nombreux siècles. Puis finalement, le monde va s'organiser et aujourd'hui, nous avons l'Organisation des Nations Unies qui règle, je dirais, nos relations au niveau universel, à savoir qu'il y a le principe de la souveraineté de l'État, ça c'est un principe intangible, avec quelques exceptions. Il y a une non-ingérence, on n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires d'un autre État, avec 2 exceptions, celles qui sont prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, à savoir, après décision du Conseil de sécurité, lorsqu'il y a une menace à la paix, la possibilité pour les États d'intervenir dans les affaires d'un autre État. Et puis, deuxième exception, le principe de légitime défense. C'est le principe qui est invoqué par exemple très fréquemment par Israël lorsqu'elle mène des campagnes militaires, ou c'est le principe qui est invoqué par exemple par les États-Unis ou la France lorsqu'elles interviennent contre des personnes en Syrie sans la moindre autorisation du Conseil de sécurité. C'est au nom du principe de légitime défense. Donc voilà à peu près dans quel monde de relations internationales nous vivons. Alors, le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, d'abord on est avec une action humanitaire qui repose sur le respect de la souveraineté de l'État, puisque les conventions de Genève, depuis 1864, la première convention, c'est le respect de la souveraineté de l'État, c'est normal.
le rôle du comité international de la Croix-Rouge, c'est d'encourager les États à respecter les conventions qu'ils ont signées, et donc lui-même à respecter ces conventions, c'est-à-dire à respecter leur souveraineté. On reproche parfois au CICR de le faire, et d'où, quelques temps après, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle, le sans-frontiérisme qui est une relecture, me semble-t-il, des conventions de Genève où, au nom de l'éthique, on considère que la frontière, la souveraineté de l'État doit s'effacer devant le besoin des populations. Puis vient cette troisième notion, toujours celle des French Doctors. Après le sans-frontiérisme, on a le droit d'ingérence. Qu'est-ce que le droit d'ingérence? Vous avez deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, portées par la France après une initiative de Médecins du Monde. C'est une initiative qui a été fortement défendue par le président François Mitterrand à l'époque, sur une nouvelle morale des nations, le droit de s'ingérer pour des raisons humanitaires. Alors il y a deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, une de 1988 et une de 1990. Ces résolutions, si vous les relisez, ne disent à peu près rien, si ce n'est que il faut laisser passer les secours humanitaires, parce que c'est pas bien de ne pas les laisser passer. C'est celle de 1988 et celle de 1990, c'est celle dite des corridors humanitaires. La première résolution obligatoire sur le droit d'ingérence sera celle du Conseil de sécurité pour l'opération Restore Hope en Somalie, où le Conseil de sécurité, au nom de principes humanitaires, décidera d'une intervention en Somalie. Voilà, donc là, le paysage est à peu près, je dirais, brossé. Donc, le droit d'ingérence, il est prévu par la Charte des Nations Unies pour des cas très spécifiques. On va passer de rupture de la paix à la possibilité d'intervenir au nom des droits de l'homme ou avec Restore Hope pour les violations graves du droit international humanitaire. Donc voilà à peu près où nous en sommes aujourd'hui. Je pensais qu'il n'était pas inutile qu'on dresse ce paysage pour qu'il y ait une compréhension de ce qu'est ce droit d'ingérence qui va, et je crois que le professeur Coudet en parlera tout à l'heure, déboucher sur cette notion juridique ou éthique, je ne sais pas, de la responsabilité de protéger, qui à mon avis, la responsabilité de protéger est plus une notion politique que juridique, puisqu'il n'y a pas de fondement juridique dans la Charte des Nations Unies à cet égard, mais enfin vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis, c'est la responsabilité, donc le dernier, si je puis dire, avatar de l'action humanitaire. Donc je vais d'abord passer la parole à Kamel. Chacun aura 15 minutes pour s'exprimer, de façon à ce que nous puissions ensuite avoir un débat le plus long possible avec la salle. Donc je serai relativement interventionniste sur le respect des 15 minutes, Kamel. Sincère. Voilà. Merci François. Tu as tout dit. Merci, c'est encore moi. Je crois que c'est un domaine, au moins sur le plan juridique, qui n'est pas le mien. J'ai fait quelques fois François, je ne peux pas le répéter. Mais je crois qu'il y a la notion de souveraineté. Hier, quelqu'un qui est intervenu ici, en parlant de livre blanc ici en France, combien la France tient à sa souveraineté. En principe, on n'a pas le droit d'intervenir. Il a dit, François, je suis d'accord avec lui, on a trouvé comme ça un passage pour intervenir, c'est la menace de la paix d'un pays. Et qu'on profite, et souvent c'est le plus fort. Et comme il a dit hier aussi en discutant, en essayant de prendre quelques éléments, que le pays d'Afrique, par exemple, s'en contre tous ces devoirs d'ingérence et tout ça, parce qu'ils savent que ces devoirs s'appliquent sur eux. C'est le plus faible qui se dit. Il y a un élément, je crois, juridique, qui n'est pas mon domaine, mais je connais un peu l'essentiel de François. Il y a un côté moral et un côté politique. Je vais essayer, comme ça, à travers des cas précis sur le terrain, d'identifier c'est quoi la loi humanitaire et l'ingérence, ce qu'on a le droit de s'ingérer. Alors, au niveau des États, c'est connu, il y a un problème d'intérêt. Ce n'est pas une question de valeur. Et Mitterrand, je me rappelle, en 1995, a fait une déclaration au sommet social de Copenhague en
langue, il dit c'est la loi du plus fort. C'est toujours le plus fort qui impose les valeurs. Et il y a toujours le double standard. Alors, et toutes les études faites à propos du droit d'ingérence, montrent qu'il y a un problème d'intérêt politique, économique et autres. Alors les valeurs, ça, on les utilise au niveau des lois et tout ça, et on modifie les lois en fonction aussi de ces intérêts. Alors, et je prends quelques exemples. Par exemple, en Irak, des Américains ont envahi l'Irak au nom de droits de l'homme. Le résultat, c'est quoi? 1 million de morts et 7 millions de blessés en Irak. Et quelle est la situation de l'Irak maintenant? Quelle est d'abord la responsabilité politique du gouvernement américain et de ses alliés avec tout ce passé en Irak? Et maintenant, regardez les Nations Unies, ils essayent de réparer ce qu'on a cassé, mais en principe, c'est la responsabilité de l'État qui a provoqué ça. Alors, les Nations Unies, un peu, c'est là où il y a la saleté, ils essaient de nettoyer, mais c'est pas en principe, c'est le pays qui est responsable, qui a provoqué ces drames dans ce pays. Alors, la Libye, aussi, on est intervenu au nom du droit de l'homme, et là, il y a un côté accès et intervention. Alors, en principe, quand on fait une intervention, il y a un accès, on s'ingère pour répondre aux besoins de la population locale. Alors, la France, et là j'ai parlé dans mon intervention il y a des jours, le double standard, c'est Sarkozy qui a reçu à l'Élysée Kadhafi, lui a installé une tente, et après c'est la France et l'OTAN qui ont envahi en principe, pour faciliter une opération militaire et humanitaire, il n'y a pas d'accès maintenant. Il y avait 70 000 miliciens, il y a 700 000 maintenant, 35 millions de Yougoslaves, et c'est le chaos. Et Kadhafi, on l'a tué, on l'a assassiné, et parce qu'il avait des secrets d'État. Et vous savez qu'il a aidé beaucoup de pays pour les élections et tout ça, et c'était provoqué par l'assassinat de Kadhafi. Alors, maintenant, en Palestine aussi, à Gaza, en 2014, il y avait un massacre. Vous savez, si vous vous rappelez, les Israéliens ont lancé un obus sur des enfants qui jouaient à côté d'un immeuble à la mer à Gaza, près de la mer, et on a tué 7 enfants. Et à côté, il y avait l'immeuble où il y a les journalistes occidentaux qui sont dedans. Tout de suite, ils ont envoyé un communiqué que c'était des civils qui jouaient, on les a tués. Mais le lendemain, on a dit à l'endroit où il y avait des enfants, il y avait des roquettes. Et à l'époque, c'est Netanyahou, soutenu par Obama et Hollande, dans un massacre. Mais quelques mois après, non, quelques ans même, récemment je crois, des compagnies pétrolières américaines et françaises étaient menacées à Erbil, on envoie les avions pour attaquer. Vous voyez comment, c'est pour ça que je dis, il faut que vous sachiez, j'ai vu toutes les études, j'ai consulté mon ami Georges Korn aussi, qui m'a envoyé plusieurs études là-dessus. Il y a toujours un problème d'intérêt. Et c'est toujours les plus forts. Depuis toujours, c'est la loi du plus fort. Malheureusement, la justice n'a jamais existé dans la vie, ça c'est tout relatif. Alors maintenant, concernant les ONG, quand on fonde une ONG, donc notre idée, c'est travailler pour quelqu'un d'autre, s'occuper de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est le début de la démocratie. Alors ces ONG, quand ils vont dans un pays, est-ce que vraiment ils diminuent les souffrances de la population affectée? Est-ce qu'ils sont là-bas? Il a dit hier, François, en discutant, que MSF disait que, je ne sais pas dans quel pays, en Haïti, je ne sais pas où, que la population locale a déjà commencé à réparer les dégâts avant que personne n'arrive. Et on a tous dit, dans les interventions d'hier et avant-hier, que de 1,2% à 2% seulement des aides arrivent aux ONG locales. Et il y a un côté aussi qu'on oublie, et là je me rappelle en 2006, pendant l'invasion israélienne du sud du Liban, ce que j'appelle le post-urgence. Quand il y a une attaque, d'accord, on travaille, il y a beaucoup d'ONG qui arrivent, mais dès qu'il y a un arrêt d'hostilité, tout le monde s'en va. Mais le gros travail, c'est après, quand il y a destruction, il faut travailler, on s'en va.
Alors les ONG, pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi il y a des ONG internationales? Pourquoi qu'il y a un problème au Liban, il y a toutes les ONG viennent chez nous? Est-ce que vraiment c'est seulement un engagement humanitaire? Je me rappelle d'une déclaration d'un responsable de la DST pendant la guerre civile au Liban, l'occupation israélienne. Il y avait 12 de l'humanitaire, il y a 10 qui travaillaient avec moi, lui. J'ai envoyé 10 qui travaillaient qui donnaient des informations. Alors pourquoi il vient? Pourquoi il y a des ONG internationales qui sont partout? Est-ce que seulement pour un prétexte humanitaire ou il y a d'autres? Je me rappelle d'un ami, je ne vais pas citer l'ONG, un grand ami à moi, avec une grande ONG, on était ensemble dans un congrès, il me dit Kamel, il faut que tu laisses tomber les militantistes. Tout est devenu matériel sur le fric. Et regardez, on cherche l'argent de n'importe qui. Moi, dans mon bureau, 3 fois, le responsable de l'USC est venu, m'a proposé 5 millions de dollars, 7 millions de dollars et 10 millions de dollars. Je ne prends pas l'argent de vous. J'admire le peuple américain. Je travaille avec des ONG américaines. Mais l'administration américaine a une constitution. Peut-être qu'ils appliquent la démocratie dans leur pays, mais dans le monde arabe, ils soutiennent tous les régimes arabes non démocratiques. Ils soutiennent Israël aveuglement. En 2006, 4 officiers de la FUNUR ont été assassinés par l'armée israélienne. Ils n'ont pas condamné cela. Quand ils appliqueront leur constitution dans nos pays, je prends l'argent de l'USC. Et après, quelqu'un du ministère des Affaires étrangères qui est venu dans mon bureau pour m'interviewer. Je n'incite personne, je dis mon point de vue. Et récemment, la Virginie se rappelle, on a fait un séminaire on a à Ham une maison de droit de l'homme. On fait chaque année un séminaire de 15 jours, l'université d'été, sur le droit international, tout ça. Alors quelqu'un de l'USC téléphone à une staff de Ham, de l'USC. Il dit sans papier, sans signer, rien du tout. Autant d'argent que vous voulez. Elle a répondu non, pas d'argent. Un État, moi j'étais, une fois je faisais une interview à la télé, un président d'un pays arabe. Il a vu, il paraît qu'il a aimé, il y a un président qui aime les discours de quelqu'un qui a juste civil, je ne sais pas ce qu'il a aimé. Il m'invite 3 fois, il me pose 20 millions de dollars. Je n'ai jamais fait. Alors, il faut justement, comment lutter contre les tentations. Les tentations, maintenant on cherche de l'argent n'importe où, mais il y a l'argent aussi, il y a de l'argent politique, on ne donne pas de l'argent comme ça. Et je me rappelle, une fois, là, quand le Kouchner était ministre de l'Action humanitaire, était au Liban, on voyait des blessés en France. Et on lui a dit quelle est la différence entre l'humanitaire et la politique. L'humanitaire et la politique sont très liés. Alors, il y a ces ONG qui viennent sur le terrain. Est-ce que aussi, comment on intervient dans la vie privée des gens? Hier, quelqu'un, elle a fait, je crois, je ne sais pas de quelle ONG, en parlant de l'Afrique. Moi, je sentais, en parlant, c'est comme, il y a un dédain des ONG locales, un dédain, moi, excusez-moi de le dire. Ils ne savent pas travailler, tout ça, directement avec les gens et tout ça. Non, mais il faut des ONG locales. On a beaucoup de problèmes des ONG locales. On n'a pas la même compétence des ONG internationales. Mais il faut aider ces ONG à avoir des compétences pour pouvoir être partenaires. Parce qu'il faut faire un partenariat d'égal à égal. Et contre le néocolonialisme, moi je me rappelle, je donne un exemple, je ne cite pas aussi le nom de l'ONG, un jeune qui arrive au Liban, qui représente une grande ONG internationale. Et moi, ça fait 40 ans que je travaille dans ces domaines. Je suis pédiatre, je suis professeur à l'université, tout ça. Et lui, il n'a pas la même formation. Il veut m'apprendre à moi qu'est-ce qu'il faut travailler. Mais lui soit, et même franchement, une fois, une infirmière. Il dit déjà entre médecin et infirmière, il y a un certain rapport. Mais je connais la situation plus que toi. Essaie un peu de comprendre. Impossible. Ça, justement, l'Occident mène le monde depuis 1850. C'est devenu presque instinctif. Ce qu'on dit en Occident, il faut l'exécuter partout. Il faut avoir la modestie qu'il y a des gens au tiers-monde qui ont étudié, qui sont engagés, et il faut travailler avec eux, mais d'égal à égal. Et ça, c'est l'engagement. C'est justement le combat que nous menons, et à travers AM et l'international, et avec nos amis qui sont présents ici, comment l'humanitaire redevient engagé et solidaire avec les couches vulnérables. Imaginez combien d'argent est dépensé pour la logistique. On estime maintenant, là, pour les réfugiés syriens au Liban, à 60% l'argent qui va pour le bénéficiaire, pour la logistique. Et aussi, regardez le double standard avec cette ingérence. Quand les délégations des Nations Unies, et même certaines ONG, qu'on appelle ça, comment on appelle ça,
quand ils viennent visiter, ils ne viennent pas parce qu'il y a Red Zone, ils viennent avec des voitures blindées, et nous on vit là-bas tout le temps, notre vie n'a pas de valeur. Et je donne toujours un exemple, là, pendant la guerre civile au Liban, j'étais moi responsable des comités disparus d'un camp palestinien à Beyrouth Est, c'était le Za'atar et Naba, j'étais là-bas, le médecin, j'étais passé. J'étais responsable de 5000. Alors, ils sont tous morts. On s'en fiche. Au Liban, quand on kidnappe en occidental, toute la presse, tous les médias, tout ça, abadan, et notre vie n'a aucune valeur. Et du coup, venez visiter les réfugiés, on ne vient pas parce que. Alors, pour les ONG, cette ingérence, c'est bien, c'est un engagement, il faut être auprès des gens, avec les gens, respecter leur vie privée, travailler pour eux, pour leur. Il y a maintenant un grand discours, la protection du staff. Là où je vais, moi je disais, j'étais en Genève là, pour le sommet militaire mondial, et je fais une présentation. Et au Liban, pendant l'invasion israélienne en 82, il y avait les sièges de Beyrouth, Est, Ouest et de la banlieue Sud. Il y avait une seule route entre les deux. Et nous, on avait 3 hôpitaux de campagne à l'époque, souterrains. Et moi j'allais tous les jours, il y a une seule route, et c'est tout, chaque jour elle est bombardée par l'avion israélien, les aviations israéliennes, chaque jour. Et moi j'allais tous les jours, il n'y a pas un autre endroit où je peux aller. Et je savais que je risquais de la mort. C'est ça, c'est moi, je suis engagé pour être avec ces gens-là, même j'assume cette responsabilité. Maintenant, là, partout là en bas, comment protéger le staff les journalistes, ils meurent, les soldats, quand on est soldat dans une armée, on accepte de mourir. Pour moi, c'est qu'ils sont dans l'humanitaire, il faut qu'ils acceptent ce sacrifice. Ils sont engagés, il faut. Ou on est engagé, ou on n'est pas engagé. Alors, pour tout ce qui est de l'ingérence en général, moi je suis contre l'ingérence. Contre, parce que c'est fait c'est du fort vers le plus faible. C'est ça. Et justement, on va travailler, j'espère, après avec François, comment répondre à mon ami Bernard, non, une idée, comment être solidaire, comment être engagé. Regardez, les Américains, ils ont 800 bases militaires dans le monde. Ils sont dans 132 pays et ils contrôlent 80 pays jour et nuit. 80 pays dans le monde. L'ingérence existe partout. Regardez maintenant pour l'avion russe. Ce sont les Américains qui ont découvert qu'il y a une bombe, parce qu'ils contrôlent tout. Mais qui parle de l'ingérence? L'ingérence existe partout. Ils sont partout. Et surtout maintenant, regardez les téléphones. Même s'il est fermé, on sait tout. Franchement, et regardez les Anglais, on a découvert maintenant qu'ils ont un système, ils peuvent tout savoir même si le cellulaire est fermé. C'est quoi l'ingérence? L'ingérence existe. Elle est dans notre maison. Tout le monde s'ingère. Alors, et ça, à mon avis, moi je termine par dire qu'on est dans un monde, c'est toujours le plus fort qui règne, il impose ses valeurs, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et moi, pour notre région, je répète ce que je disais l'autre jour, moi, comme on a soulevé la pensée positive et plus permanent, les jeunes, et c'est bien qu'il y a beaucoup de jeunes ici, surtout les filles, et les filles sont plus fortes que les garçons, parce qu'elles ont beaucoup plus. Alors, ils ont les valeurs de justice sociale, de démocratie, de liberté. C'est un processus. Nous, en France, ça a mis un siècle pour que notre révolution réussisse. Nous, on a besoin peut-être d'une dizaine d'années. Et comme je l'ai dit aussi, le problème principal dans le monde, c'est le problème palestinien. C'est le seul endroit dans le monde où il y a une occupation. Alors, pour être dans le domaine humanitaire, il faut être engagé avec les causes en premier lieu la cause palestinienne, avec les couches vulnérables, travailler avec les gens, pour les gens, et non pas au nom des gens, et que l'argent aille dans la poche. Parce que vous savez, les partis de gauche, après la chute de l'ex-Union soviétique, sont beaucoup affaiblis. Ils sont presque. Maintenant en France, j'ai lu un article récemment, la droitisation de la population française, 80% sont à droite, ici en France. Et la gauche est très faible. Alors il y a beaucoup d'intellectuels maintenant, avec les Nations Unies, ont décidé, après le crash de l'ex-Union soviétique, que les ONG qui étaient avant, les ONG de bienfaisance, les ont appelés le troisième système, third system. Le troisième système, et eux, ils ne faisaient pas seulement de la bienfaisance, ou des développements, ou des services, mais aussi de l'advocacy. Comme ça, on a décidé, parce qu'on voulait affaiblir l'État, quelqu'un a parlé de l'État, la fin de l'État-providence, et malheureusement, beaucoup de représentants d'ONG sont tombés dans le piège, et ils voulaient prendre la place de l'État. Mais non, moi, c'est ça ce que nous proposons, il faut revenir à l'État régulateur. Et il faut que le secteur privé soit supervisé par le secteur public, et
les ONG doivent compléter le rôle du gouvernement et jouer un rôle de pression pour compléter, un rôle de pression pour corriger les politiques existantes. Alors, moi, comme d'habitude, j'ai vu le mot fin, j'accorde toujours une blague à la fin de mon intervention, qui est en rapport un peu à ce stade de notre région entre les sunnites et les chiites. Alors, mais c'est en Irlande, il y avait un conflit entre les protestants et les catholiques. Il y avait des barrages, comme au Liban, et on tuait les gens en fonction de leur identité. Alors, quelqu'un, il est dans sa voiture, il conduit, il voit un barrage. Il ne savait pas que c'était des catholiques ou des protestants. Alors, si c'était catholique, lui, les protestants, on le tue, et c'est pour qu'on fait la même chose. Elle est intelligente. Il dit, mais toi, tu es catholique ou tu es protestant? Alors, il lui dit, le type de regard, mais je suis athée, moi. Alors, il lui demande, tu es athée protestant ou athée catholique? Merci beaucoup. Merci. Véronique, pour 15 minutes. Merci. Oui, pour 15 minutes, voire moins, parce que je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est les discussions qu'on peut avoir avec les salles. Et le sujet est tellement vaste que j'ai pris le parti de me focaliser sur quelques points. Sans essayer d'avoir une présentation ni exhaustive, ni même forcément très construite. Peut-être en point d'introduction, ce qui me semble extrêmement important dans ce sujet-là en particulier, c'est de faire très attention aux amalgames et de faire très attention à ne pas mélanger les responsabilités des États et des ONG. Sur ce sujet de l'ingérence humanitaire en particulier, avec ces deux mots accolés l'un à l'autre, c'est le grand risque. Le grand risque, c'est d'être vu comme nous, acteurs de l'ingérence humanitaire. Ce n'est pas le cas du tout. C'est vraiment quelque chose qui a été porté par les États et effectivement qui est du coup, pour l'instant, pas réellement dans le droit et du coup plutôt politisé. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et se rappeler qu'en revanche, le droit international humanitaire respecte la souveraineté des États. C'est un droit qui a été fait par les États pour les États. Il n'est pas extraordinaire, il existe. Et que notamment dans les conventions de Genève, l'assistance et les secours apportés par les organisations humanitaires ne peuvent pas être vus comme une ingérence. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, en tant qu'acteur humanitaire ONG, le rappeler et ne surtout pas laisser l'amalgame se faire dans l'esprit des politiques, des autorités nationales, etc. Et c'est vrai, y compris dans des territoires contrôlés par des acteurs non étatiques. D'accord? Donc ça, je pense que c'est effectivement en termes de positionnement et de clarification des domaines de responsabilité, c'est essentiel. Et en fait, la question du droit international humanitaire, c'est effectivement la clarification des espaces de responsabilité. Et c'est ça le cœur et l'enjeu. Alors, je ne prétends pas une spécialiste du droit international humanitaire. Il y a dans cette salle sûrement des gens qui en savent beaucoup plus que moi. La petite intervention que je voulais faire, je voulais la focaliser plutôt sur le rôle des ONG dans la protection des populations. J'ai eu la chance ces dernières années de monter et d'animer une formation qu'on a donnée dans beaucoup de pays du monde avec la Commission européenne, avec ECHO et pour ses partenaires sur la question de la protection humanitaire. On a fait 22 formations et formé près de 500 personnes sur la question de la protection humanitaire. Quel rôle pour les ONG dans les questions de protection des populations? Et je pense que là, il y a vraiment encore des choses qui peuvent évoluer. Il y a vraiment encore des espaces d'amélioration et de prise de responsabilité des acteurs humanitaires. Avant les années 90, la protection c'était vu comme le job des organisations mandatées. Les ONG humanitaires ne se sentaient pas du tout concernées par les questions de protection humanitaire. C'était le CICR, les conventions de Genève, le HCR, le droit des réfugiés, et nous, on intervient justement pas là-dessus. On n'est pas du tout des acteurs de protection. Et donc quand même les organisations se sont construites, la plupart des ONG, notamment françaises, se sont construites avec cette idée-là que la protection n'était pas dans leur mandat, que c'était le rôle des organisations mandatées, que c'était quelque chose de compliqué, qu'il fallait d'abord des juristes, etc. Il y avait même une contestation du droit international humanitaire. La création de l'AMSF est sur une contestation du droit international humanitaire et de la souveraineté des États.
Dans les années 90, avec la fin de la guerre froide et un nouvel ordre mondial qui a du mal quand même à s'établir, les populations civiles deviennent des cibles, l'action humanitaire explose. Vous regardez le nombre des acteurs humanitaires, les budgets pour l'action humanitaire, c'est les années 90, c'est vraiment l'explosion. Et tout d'un coup, il y a une prise de conscience qu'effectivement, au-delà de l'assistance, les enjeux, c'est pas simplement de nourrir les populations ou de construire des abris, mais c'est peut-être aussi de garantir, si possible, la sécurité des populations, la protection des civils. Mais ça arrive en même temps que les États aussi s'emparent de ce terme humanitaire. Donc c'est pour ça que c'est très confus. En fait, c'est dans le même temps, on a de plus en plus d'acteurs humanitaires et dans le même ONG. Et dans le même temps, on a les États qui, effectivement, commencent à parler de l'ingérence humanitaire. On a même entendu parler de guerre humanitaire, quand même, au Kosovo. Rappelons-nous de ça. Et, effectivement, dans les années 90, les ONG commencent à se sentir concernées par le champ de la protection. Rappelons-nous aussi de la campagne pour la Cour pénale internationale. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces années-là sur les questions de protection et de droit international. Il y a eu des ONG qui se sont essayées au recueil de témoignages. Ça n'a pas été beaucoup documenté, mais il y a quand même des ONG humanitaires, dont certaines sont présentes ici, qui ont fait du recueil de témoignages en disant que ça pourrait peut-être servir pour la Cour pénale internationale, mais sans pour autant garantir la sécurité des sources. Il y a eu des tentatives, des explorations sur un domaine qui était nouveau. Donc un appétit, sûrement un intérêt, mais aussi une prise de conscience petit à petit des enjeux et des difficultés liées à la protection des populations. Donc les avancées finalement sont très timides. Françoise Boucher-Saunier, qui est mon maître en la matière, et j'ai apporté avec moi le dictionnaire pratique du droit humanitaire qu'elle a fait en plusieurs versions, qui est vraiment une source extraordinaire pour comprendre comment le droit humanitaire peut devenir un outil et vraiment un moyen d'action pour les acteurs humanitaires. Donc elle dit que la plupart des ONG peinent à s'approprier ce droit qui est complet et complexe encore aujourd'hui. Et effectivement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup encore à faire, parce que sans parler donc d'ingérence, il y a un rôle actif qui est possible pour les ONG pour une meilleure application du droit humanitaire et qui n'est pas encore réellement mis en œuvre par les acteurs. Alors évidemment, il y a des tas de contraintes ou de difficultés. Je pense qu'il y a au niveau presque culturel déjà, effectivement, commencer par reconnaître que le rôle premier revient aux États. Et ça, pour les ONG qui se sont construites en opposition aux États, il y a une espèce de révolution intérieure, intellectuelle, de reconnaître qu'au bout du compte, ce sont les États qui sont responsables de leur population. Et que du coup, l'acteur humanitaire, s'il doit intervenir dans ce domaine-là, il doit consolider, renforcer, motiver l'acteur étatique et les autorités à mettre en œuvre leurs responsabilités. Et voilà, il y a aussi, je pense, des biais qui ont été faits de privilégier l'assistance visible, quantifiable, voilà, de court terme, versus une action qui va être diffuse, qui va en fait consister à motiver un changement de comportement par rapport d'une autorité sur laquelle on a peu de prise. C'est peut-être aussi plus engagé, au final, voire plus risqué. Mais en même temps, pour les populations, qu'est-ce qui importe le plus? Au bout du compte, c'est effectivement la mise en œuvre et la garantie que leurs droits fondamentaux sont respectés. Plus tôt dans la matinée, on a entendu effectivement Gaza, où on reconstruit, on réhabilite les choses qui sont détruites à nouveau, et on reconstruit jusqu'à quand? Et là aussi, il y a à un moment donné une réflexion à avoir, mais qui est responsable de quoi, au bout du compte? Et comment je me positionne en tant qu'acteur dans mon domaine de responsabilité, et que je rappelle les responsabilités des autres acteurs. Concrètement, effectivement, ça veut dire se positionner, ça veut dire agir et trouver des points d'action entre l'assistance et la dénonciation. Parce que ça, c'est aussi, les ONG ont fait beaucoup d'assistance et puis régulièrement, voilà, la dénonciation comme l'outil principal de rappel des responsabilités. Et en fait, c'est dans l'entre-deux qu'il y a plein de possibles qui sont peu développés. C'est peut-être renforcer les capacités, c'est peut-être accompagner, et puis c'est aussi considérer les différents acteurs qui sont responsables et garants des droits, et c'est pas que l'État centralisé. Il y a aussi tous les niveaux intermédiaires. Je sais qu'hier vous avez parlé de coopération décentralisée,
Effectivement, tous les corps intermédiaires ont des rôles à jouer en termes de protection des populations et sont des leviers d'action pour les acteurs humanitaires qui sont, à ce jour, je pense, vraiment peu sollicités. Alors clairement, il reste des difficultés effectivement quand l'État est défaillant ou quand les interlocuteurs n'ont aucun intérêt à remplir leurs responsabilités. Et ça, il y a des situations où effectivement il faut reconnaître les limites de l'action humanitaire en général et de protection en particulier. Il y a une question autour de la gestion des risques. Effectivement, s'engager plus dans ce domaine-là, c'est effectivement en même temps se positionner peut-être régulièrement en opposition d'autorités nationales dont on dépend pour autant sur des questions de sécurité, mais je rejoindrai assez, je ne suis pas du tout en position de donner des conseils aux ONG sur le domaine de la gestion de la sécurité, mais je pense que c'est un poison de nos sociétés et un poison du futur, la sécurité, qui empêche de réfléchir, qui empêche d'agir, qui empêche tout. Il y a des sociétés qui sont malades de la sécurité. Pour avoir voyagé en Israël, voilà, on peut devenir malade de la sécurité. Et effectivement, dans notre secteur et dans nos sociétés, c'est une difficulté, et notamment quand on commence à réfléchir à ces questions de plaidoyer, à ces questions de comment est-ce qu'on peut se positionner vis-à-vis de perpétrateurs de violations du droit. C'est une vraie question. Alors il y a des limites aussi, hein, on ne va pas rentrer dans les débats, mais c'est le VIH, oui mais pas seulement. Attention, le VIH c'est uniquement dans les conflits, il y a tous les droits de l'homme derrière, et du coup ça ouvre aussi toute la réflexion des collaborations et des actions concertées avec d'autres acteurs. Je pense que dans la protection, peut-être plus que dans d'autres secteurs d'intervention, tout seul on ne fait rien, on n'est rien. Une organisation seule ne peut rien faire. C'est nécessairement multi-acteurs. Et donc voilà, ça pousse aussi à réfléchir les modalités d'action. Est-ce qu'on peut s'engager dans une action sur laquelle on sait que ça sera nécessairement une responsabilité collective? On est tellement poussé aux résultats concrets, visibles, sur lesquels on peut s'engager presque juridiquement, que c'est vrai que ça peut immobiliser pour tenter des actions d'envergure différentes, avec des leviers d'action qui sont peut-être plus incertains et pour autant peut-être plus nécessaires. Je voulais finir sur un point qui est que j'avais eu l'impression dans les questions qui étaient posées pour introduire la table ronde, en tout cas par écrit, qu'il y avait un peu est-ce que l'ingérence serait une réponse à un VIH inadapté et alors moi je m'oppose un peu à cette... il y a une espèce de courant de pensée chez certains qui remettent en cause le droit international humanitaire en disant qu'il n'est plus adapté aux conflits d'aujourd'hui, etc. Si on commence à ouvrir cette boîte-là, c'est fini. C'est-à-dire que le droit international humanitaire, il est limité, mais il existe. Si jamais on commençait à le remettre en question, je pense que jamais on arriverait à atteindre les niveaux existants s'il était rediscuté aujourd'hui entre les États. Et il existe, et il faut à tout prix s'appuyer dessus. En fait, et les questions de protection et de réflexion dans le droit, c'est toujours... c'est difficile parce qu'on est toujours confronté entre ce qui devrait être, ce qu'il y a dans les textes, et ce qui est. Et en réalité, c'est ça l'espace d'action. C'est cette différence entre ce qui devrait être et ce qui est. Mais il ne faut pas commencer à rediscuter ce qui devrait être. Parce que si on perd ça, on perd nos leviers d'action. Donc, je voulais juste dissiper peut-être cette compréhension peut-être que le VIH ne serait plus adapté aux conflits actuels, etc. Non, c'est le mieux qu'on ait, c'est le mieux qu'on puisse avoir. Et du coup, l'enjeu pour moi, il est non pas dans l'ingérence, qui en là c'est une question des États politiques, et qui, quelque part, je détache de ce débat-là, mais plutôt, effectivement, comment est-ce qu'on le transforme comme un outil d'action au quotidien, pour toutes les équipes, dans tous les sites d'intervention, comment est-ce qu'on intègre régulièrement, dès que possible, et qu'on ouvre toutes les possibilités qui sont dans ce droit international humanitaire à la disposition des acteurs. Et là, il y a encore du boulot à faire dans notre domaine de responsabilité. Voilà. Merci, Véronique. Je vais passer la parole au professeur Coudet qui va
essayer de nous éclaircir sur ces différentes notions, droit d'ingérence, frontierisme, responsabilité de protéger. Je rappellerai en 2 mots que ce n'est pas une question tout à fait nouvelle, que dans mes recherches, j'ai pu voir qu'il y avait déjà eu un article écrit en 1890 sur l'intervention d'humanité par le doyen de la Sorbonne, et après 80 pages de réflexion à la revue de droit international public, il en conclut que quelle est la bonne intervention d'humanité, et il en conclut que grosso modo c'est difficile de trouver des critères juridiques et que souvent la raison du plus fort s'avère la meilleure. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, en début du temps extrêmement limité tous les parties, je voudrais néanmoins exprimer ici tous mes remerciements aux organisateurs qui ont bien voulu m'associer à cette réflexion et à l'occasion de féliciter pour ce que je considère d'ores et déjà comme un immense succès, notamment ce forum. Le mandat qui nous est imparti dans le cadre de cette table ronde a été rappelé par le président Roubier tout à l'heure. Et donc, je m'inscris dans cette veine en portant ma réflexion, ma contribution autour des instruments juridiques, des principes et des normes qui gouvernent le droit international humanitaire, et notamment dans le domaine de l'intervention, utiliser le terme d'ingérence, je vais y revenir, et surtout s'intéresser également aux enjeux relatifs. Étant donné que ces enjeux ont été rappelés à différentes occasions depuis hier, ils sont politiques, ils sont juridiques certes, mais ils sont aussi politiques, ils sont parfois géopolitiques, ils sont de tous ordres, et même économiques. Le professeur Moine l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, au vu de ces différents éléments, je suis tenté d'intituler mon propos comme suit. L'humanitaire, de l'ingérence à la responsabilité de protéger, quels enjeux? Dans ça, il y a l'idée aussi de l'évolution qui s'est faite au sujet de ces concepts-là. Alors, je voudrais juste annoncer un peu les différentes étapes de mon intervention. Je voudrais dans un premier temps m'intéresser à ce concept même, ou ce principe, si on peut le considérer comme un principe, à ce principe d'ingérence en lien avec la problématique de la souveraineté de l'État. Le professeur Roubier l'a rappelé tout à l'heure, ça sera la première étape de mon propos. Ensuite, je voudrais m'intéresser au contenu matériel de ce qui a permis de dire, en mauvais droit, je ne sais pas, mais d'utiliser le concept de droit d'ingérence. C'est-à-dire, en particulier, les fameuses résolutions de 1988 et 90, la résolution 43-131, 4500, 4501, 102. Ce sont ces résolutions-là qui ont permis, à un moment donné, d'utiliser le concept de droit d'ingérence, voire devoir d'ingérence. Et donc, m'intéresser un petit peu au contenu matériel et à la pertinence juridique de ces résolutions. Je terminerai bien évidemment, comme il est requis depuis que nous avons commencé nos travaux, par quelques recommandations, mais qui seront interrogatives comme des simples pistes de réflexion. Voilà. Alors, la notion d'ingérence. Le droit international, en droit international, l'ingérence est une notion hautement problématique. Hein. Je ne dis rien d'original par rapport à tout ce qui a été dit depuis hier. Surtout lorsque cette ingérence prétend se fonder sur des considérations d'humanité ou humanitaire. L'ingérence connaît des déclinaisons diverses. En réalité, elle n'est pas humanitaire, elle est aussi de différents ordres. Mais je voudrais m'intéresser au type d'ingérence ayant trait un peu à l'objet de notre table ronde. À savoir que l'ingérence peut être purement stratégique. Alors, les ingérences de type stratégique ont le mérite d'être claires, même si c'est notoirement illicite au vu du droit international. C'est-à-dire le fait pour un État de se mêler ouvertement des affaires d'un autre État, non pas dans l'intérêt de l'État faisant l'objet de l'ingérence, mais dans le but de protéger ses propres intérêts. Et donc, si on prend par exemple l'intervention de l'armée rouge en 1956 en Hongrie pour mater la révolte menée par les nationalistes hongrois, il s'agissait, sauf interprétation contraire, il s'agissait d'une ingérence de type stratégique, vu le contexte d'alors qui était un contexte
de guerre froide avec la délimitation des précarés des uns et des autres. Si on prend l'intervention plus récente de la Russie en Géorgie, en raison du positionnement du président géorgien d'alors, le président Saakachvili, là encore, il y a une tendance plutôt stratégique puisque la Russie ne souhaitait pas un basculement de la Géorgie dans le camp occidental et surtout dans le camp de l'OTAN. Ou encore, même l'intervention américaine, le président Mohamed l'a dit tout à l'heure, l'intervention américaine en 2003 en Irak était en partie stratégique puisque le but était, nous disait l'administration américaine d'alors, était de limiter les capacités de nuisance de Saddam Hussein, notamment par rapport aux intérêts des alliés américains dans la région. Vous le connaissez. Donc, je disais tout à l'heure que ces genres d'intervention sont illicites, bien évidemment, au vu du droit international, mais au moins ça le mérite d'être clair. Il n'y a pas de confusion possible. Maintenant, l'ingérence qui pose le plus problème, c'est lorsqu'elle se fonde sur des considérations d'humanité ou, si on veut, humanitaire. Alors, je précise, l'intervenant qui m'a précédé tout à l'heure l'a dit, quand je parle de l'ingérence humanitaire, je ne parle pas des ONG, qui sont des organismes neutres. Je parle des États ou lorsqu'il s'agit de groupes d'États ou d'organisations internationales qui prétendent se substituer à l'État en raison de sa défaillance ou de sa criminalisation. Voilà, c'est dans ces hypothèses-là qu'on peut parler d'ingérence à caractère humanitaire et non pas du rôle des ONG qui sont des organismes neutres. Donc, lorsque l'ingérence se veut fondée sur des considérations d'humanité ou humanitaire, les confusions sont évidentes en ce sens que souvent, ça peut cacher des agendas secrets. À titre d'exemple, n'oublions pas, quelqu'un l'a rappelé hier, que la colonisation, par exemple, était une ingérence de type, disons, fondée sur des considérations d'humanité, en ce sens que c'était une mission civilisatrice. Donc c'est dans l'intérêt de celui qui fait l'objet de l'ingérence que l'on prétend intervenir, et non pas dans l'intérêt de l'intervenant. Un autre exemple, sont des nombreux exemples qui ont été évoqués depuis hier, à savoir que l'État va vouloir se substituer à un autre État qu'il va déclarer défaillant ou criminel, etc., pour sauver sa population. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à l'Irak, c'était l'un des arguments de l'administration américaine, à savoir soustraire le peuple d'Irak, le bon peuple d'Irak, de la tyrannie de Saddam. Ce peuple ne mériterait pas d'être dirigé par un gangster comme Saddam. Voilà, c'était ça l'objet. Donc c'est dans l'intérêt du peuple et des populations irakiennes que les Américains disent intervenir aussi en partie en Irak en 2003. Donc c'est ce type d'ingérence qui nous pose particulièrement problème. Et maintenant, cela nous amène à nous interroger sur un certain nombre d'éléments irrélatifs, notamment à savoir que l'ingérence pose un problème d'abord d'ordre éthique. Face à certaines situations, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut oui ou non intervenir. Si l'État n'est pas en mesure ou ne veut pas ou se met lui-même à massacrer sa propre population, faut-il oui ou non intervenir? Et c'est à ce moment-là que certaines dispositions du droit international semblent aller dans le sens d'une intervention qui n'est pas toujours, au vu du droit international lui-même, fondée sur les considérations nécessairement humanitaires. En ce sens que lorsque le Conseil de sécurité intervient, ce n'est pas prioritairement pour des raisons humanitaires, mais plutôt pour des raisons liées à son mandat, principalement des questions de paix et de sécurité internationale. C'est-à-dire lorsqu'une situation de violation grave, systématique du droit international des droits de l'homme ou du droit international humanitaire est constitutif d'une menace à la paix et à la sécurité internationale, et donc éligible aux dispositions de l'article 39 de la Charte, à ce moment-là, le Conseil de sécurité peut se décider d'intervenir, quitte à ce qu'à l'occasion, il fasse de l'humanitaire. Mais a priori, ce n'est pas dans ses missions de faire de l'humanitaire. Mais le problème qui se pose aussi est d'ordre juridique, en ce sens que nous ne sommes toujours pas parvenus à une conception juridique de l'ingérence qui serait fondée, disons clairement, sur la base du droit international. C'est un vaste débat. Et enfin, le problème, il est d'ordre politique, comme il a été évoqué à différentes occasions, puisqu'il y a une instrumentalisation politique systématique de l'ingérence. C'est toujours celui qui s'ingère qui, disons, enfin, c'est toujours le plus fort qui s'ingère dans les affaires les plus faibles. L'inverse est peu vrai d'un point de vue immatériel. Certainement,
puisqu'il y a de nombreux États qui ne sont pas forcément des États puissants, mais de façon immatérielle, c'est-à-dire politique, peuvent s'ingérer dans les affaires, même des plus puissants. Mais d'un point de vue matériel, de l'ingérence matérielle, c'est souvent les plus forts qui s'immiscent dans les affaires des plus faibles. Et donc, ce qui se pose aussi accessoirement comme question, c'est de savoir si cette ingérence est un droit, comme le suggèrent certaines dispositions du droit international. Dans ce cas, on peut s'interroger sur la nature de ce droit, sachant que le droit est une prérogative reconnue à une personne qui reste bien évidemment libre de l'exercer ou non, sauf dispositions particulières. À titre d'exemple, le droit de vote est un droit, mais je ne suis pas obligé de voter, sauf si la loi électorale de mon pays requiert que je vote absolument. Autrement, c'est une faculté, je suis libre d'exercer ou non ce droit. Alors, est-ce que l'ingérence serait un droit et qui serait le titulaire de ce droit? En deuxième lieu, on parle de devoir d'ingérence. Alors, là aussi une question qui est à la fois juridique mais peut-être philosophique, à savoir s'il s'agit d'un devoir, s'agirait-il d'un devoir de droit, c'est-à-dire créant des obligations juridiques indemnes, comme on dit, ou alors s'agirait-il d'un simple devoir de vertu et qui relèverait qui serait du registre de la conscience? Ou, comme le disent les termes même des résolutions que j'ai citées, la 4331, 4500, s'agirait-il d'une simple assistance, c'est-à-dire de quelque chose qui relèverait, alors de ce point de vue, du devoir de vertu. Mais la confusion vient de ces mêmes résolutions, puisque la 4502 parle du nouvel ordre humanitaire, le nouvel ordre humanitaire international. Et donc parler de nouvel ordre international d'un point de vue du droit laisserait penser à quelque chose d'impératif et non pas de facultatif, ou en tout cas qui relèverait d'une simple assistance. Et donc la confusion est à ce niveau également. On ne sait pas finalement, sachant en plus que ces résolutions sont des résolutions émanant de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont le statut juridique est différent des résolutions qui sont émises par exemple par le Conseil de sécurité. Mais pour les résolutions du Conseil de sécurité, je disais tout à l'heure que prioritairement le Conseil de sécurité ne fait pas de l'humanitaire, le Conseil de sécurité s'occupe de la paix et de la sécurité internationale, quitte à ce que, à l'occasion, les questions humanitaires s'imposent. Mais ce n'est pas prioritairement son mandat. Ces questions-là ne peuvent pas être abordées sans tenir compte de la question de la souveraineté que le professeur Rubio a évoqué tout à l'heure. Deux choses importantes, en ce sens que, en parlant de la souveraineté, on parle en particulier de deux attributs essentiels, à savoir le dominium et l'imperium. Le dominium nous intéresse plus en ce sens que cette prérogative fait que l'État a l'exclusivité et la plénitude de sa compétence sur le territoire national. Donc il est la seule puissance habilitée à exercer son autorité sur le territoire, sauf s'il lui-même souscrit à une intervention extérieure. Mais autrement, en tant que souverain, il ne peut admettre en aucun cas une puissance en concurrence ou au-dessus de lui. C'est un peu ça la logique. Et même sur le plan international, l'État reste souverain en ce sens que, au nom de son pouvoir impérial, il est libre de la détermination de la conduite de ses relations internationales. Et il s'agit d'un principe qui est non seulement considéré comme axial dans le droit international d'un point de vue normatif, mais ce principe a été rappelé à plusieurs occasions par la Cour internationale de justice dans un certain nombre d'affaires qui sont des affaires célèbres et connues des juristes, à savoir, entre autres, l'affaire dite du détroit de Corfou, arrêt de la Cour internationale de justice du 9 avril 1949, dans une affaire qui a opposé l'Albanie au Royaume-Uni, ou l'affaire beaucoup plus connue encore, dite des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. En réalité, il s'agit d'une affaire qui a opposé l'État du Nicaragua aux États-Unis d'Amérique et qui a donné lieu à un arrêt de la Cour internationale de justice le 26 juin 1986. Dans l'affaire du détroit de Corfou, c'est important de rappeler cette disposition, en fait, cette position de la Cour, et je cite: le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé que comme la manifestation d'une politique de force qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelles que soient les déficiences de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international. Donc la position de la Cour internationale de justice est claire, c'est-à-dire c'est une position qui va dans le sens du renforcement de l'autorité de l'article
2, alinéa 7 de la Charte de l'organisation qui pose le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, quelles que soient les raisons avancées, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision prise par la communauté internationale. Alors, à cela se pose un problème qui est un peu particulier. À savoir que d'une part, on pose un principe qui est considéré comme absolu, à savoir la souveraineté de l'État, avec comme conséquence la non-ingérence, consacrée comme telle dans le droit international et par la jurisprudence internationale. Mais à côté de ça, il y a le développement du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, avec des obligations qui sont des obligations impératives pour certaines dispositions. On est comme face à deux exigences, à deux principes. D'une part, la souveraineté de l'État, et d'autre part, la souveraineté de l'individu. Et ce n'est pas moi qui dis ce terme. Le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, Kofi Annan, disait lors d'une allocution le 20 septembre 1999, vous me permettrez de lire cette disposition, il disait ceci: aujourd'hui, il est largement admis que l'État est au service de sa population et non le contraire. Dans le même temps, la souveraineté de l'individu, j'entends par là l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales de chaque individu, tels qu'ils sont consacrés par la Charte, s'est trouvée renforcée par une prise de conscience renouvelée du droit qu'a chaque individu de maîtriser son destin. Donc, on a deux forces de même valeur en quelque sorte, et comme on le dit en physique, c'est une loi commune, deux forces de même intensité s'annulent. Donc si la souveraineté de l'État est absolue, et qu'on pose parallèlement la souveraineté de l'individu comme absolue également et universellement absolue, dans ce cas, il y a un arbitrage à opérer dans certaines circonstances. Et c'est toute la difficulté de la question de l'ingérence. Alors, je sais, le président me fait signe que je n'ai que 2 minutes, je ne sais pas si j'ai dépensé déjà l'une ou 2 minutes, mais je vais juste rapidement... il m'a dévancé d'ailleurs en le disant, en ce sens que les résolutions de 1998 et 88 et 90, en réalité, ne disent rien d'original pour les juristes. Ne disent rien d'original par rapport à ce qui a été déjà dit en 1648 ou ce qui a été dit par la suite. En plus, elles créent une certaine confusion, en ce sens que ces résolutions parlent du rôle premier des États. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le rôle premier de l'État? Est-ce que cela suppose un rôle second ou des rôles secondaires? Et par qui ce rôle second ou secondaire serait joué? Ce n'est pas un simple jeu de mots, parce que si on dit rôle premier, et ce qui laisse entendre donc un rôle second, ça veut dire qu'en cas de défaillance, quelqu'un d'autre, une autre institution, pourrait jouer ce rôle second. Mais si c'est un rôle secondaire, ça voudrait dire qu'il y a un rôle d'accompagnement. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ces résolutions n'apportent pas de précision à ce sujet-là. Alors, on a interprété, je suis obligé de le dire comme ça, on a interprété cela comme un droit d'ingérence, mais si vous vous intéressez à ces résolutions, à aucun moment, il n'a été fait mention du terme ingérence. À aucun moment. N'empêche que ça posait tellement de problèmes, et puis au vu de la pratique internationale et des interventions illicites que j'ai évoquées, en contournant l'autorité du Conseil de sécurité, par exemple le Kosovo en 1999, l'Irak en 2003, mais aussi les tergiversations du même Conseil de sécurité par rapport à la crise du Darfour, par exemple, où on a laissé se dérouler un quasi-génocide. Et à ce moment, s'est posé la question de savoir comment faire. Et c'est là où, je suis obligé de le dire en une phrase, c'est là où on en est arrivé à l'idée de la responsabilité de protéger. Mais là encore, si vous prenez ce texte, il s'agit en fait d'une déclaration de la conférence finale de 2005, ce texte ne dit rien d'original, mais vraiment rien du tout. Il y a un changement qui est essentiellement sémantique, mais concrètement, le texte ne dit rien d'original. Seulement, ce texte a été apprécié, ce texte a suscité un certain intérêt au niveau des spécialistes, au niveau des acteurs, et l'interprétation qui en est faite se situe, on va dire grosso modo, à 3 niveaux, très rapidement. Pour les uns, ceux qui ont applaudi ce texte, pour eux, c'est la condamnation de l'ingérence internationale, qui n'a jamais été consacré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ceux-là se sont réjouis de l'adoption de ce texte qui a une valeur essentiellement déclaratoire. Premièrement. Deuxièmement, pour certains, c'est une assignation, en fait, c'est plutôt du surplace, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et troisièmement,
et c'est là ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il s'agirait d'une assignation de l'État, d'une mise en demeure de l'État à agir, c'est-à-dire à assumer ses fonctions régaliennes. Puisque le texte dit que l'État doit protéger et à défaut, la communauté internationale interviendrait. Grosso modo, ceci. Et donc, si cette disposition-là peut être considérée comme en fait, le point fondamental de cette déclaration, là encore, il n'y a rien de spécial. Alors du coup, si vous me permettez, Monsieur le Président, est-ce que je peux émettre mes recommandations? Les recommandations, en une minute. En une minute. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, puisque le cœur du dispositif de l'ingérence tourne autour du principe de souveraineté, il me semble qu'il y a nécessité aujourd'hui de repenser la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté telle qu'elle est posée par le principe de l'Espagne en 1648 et depuis par l'article 2, alinéa 7 de la Charte d'organisation. Ce qui veut dire qu'il nous faut interroger les critères même de reconnaissance de cette souveraineté, à savoir la capacité de l'État à assumer ses missions régaliennes, à interroger la légitimité de l'État, c'est-à-dire lorsque l'État devient lui-même criminel, quelle doit être la légitimité de cet État vis-à-vis de sa population et surtout sa crédibilité vis-à-vis de la communauté internationale dont il fait partie. Conséquemment, en interrogeant la souveraineté de l'État, du point de vue des critères même de reconnaissance de cette souveraineté, il y a lieu d'interroger l'État en tant qu'acteur exclusif du droit international, comme ça a été toujours dit. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Merci. Merci. Donc Valérie, maintenant que tout est clair d'un point de vue juridique, éthique, quel est le point de vue d'un grand témoin depuis le terrain et une organisation sans frontières? Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais dire merci aux organisateurs des États généraux de l'humanitaire d'avoir initié ce débat. Il nous a semblé important de venir ici pour discuter avec vous car nous traversons une période très noire. Je travaille pour la section suisse de Médecins sans frontières. Je suis en charge de développer avec les autres sections françaises, belges, espagnoles et hollandaises des actions de communication publique et de plaidoyer sur nos terrains d'intervention, de relayer les messages, de mettre en place des stratégies, d'aider à maximiser leur impact auprès des médias qui sont présents dans les communautés qui nous accueillent et auprès des médias qui sont présents ici aussi. C'est dans ce cadre que je vais m'exprimer et mon intervention va se baser sur les récents événements qui frappent notre organisation. Je vais donc commencer par la colère qui nous anime aujourd'hui, car cette colère et cette émotion sont aujourd'hui sur la place publique. Le samedi 3 octobre dernier au matin, nous avons tous vécu un choc. Nous nous sommes levés avec l'information en interne qu'aux environs de 2 heures du matin, un raid aérien mené par les forces spéciales américaines a ciblé le bâtiment central de l'hôpital de Kunduz en Afghanistan. À plusieurs reprises, le bombardement s'est répété, entraînant la destruction complète du bâtiment de l'hôpital de Médecins sans frontières. Ce massacre a eu des conséquences dramatiques. 30 personnes ont perdu la vie, 37 autres personnes ont été blessées. Et malgré les demandes répétées de nos opérations de faire cesser ce bombardement, le raid s'est poursuivi pendant plus d'1 heure. L'attaque menée par les États-Unis sur l'hôpital MSF de Kunduz est responsable de la plus grande perte humaine que notre organisation ait connue au cours d'une frappe aérienne. Des dizaines de milliers de personnes à Kunduz n'ont désormais plus accès à des soins médicaux vitaux au moment où elles en ont le plus besoin. Ce samedi noir, les patients et les employés MSF tués à Kunduz ont rejoint l'innombrable cohorte de personnes tuées dans les zones de conflit et qualifiées de dommages collatéraux ou de conséquences inévitables de la guerre ou de l'heure. Or, nous pensons que le droit à l'erreur n'a pas sa place dans le droit international humanitaire et nous l'avons tout de suite exprimé publiquement. Nous avons décidé d'entreprendre une grande action de communication publique et de mobilisation avec objectif d'établir les faits, les mobiles et les intentions. Et avec une demande publique
de saisir une commission d'enquête internationale humanitaire. Nous avons décidé de dire assez, même la guerre a ses règles, et de raconter les détails de ce massacre. À Kunduz, nos patients sont morts brûlés vifs dans leur lit. Des médecins, des infirmiers et d'autres employés MSF ont été tués alors qu'ils travaillaient. Nos collègues ont dû s'opérer mutuellement. L'un de nos médecins est mort sur une table d'opération improvisée, un bureau, alors que nos collègues tentaient de lui sauver la vie. Nous voulons répéter que nous sommes en deuil, mais que nous voulons rendre hommage aux victimes de cette attaque odieuse. Nous voulons exprimer notre colère et notre malaise, car ceci n'est pas une affaire privée. Notre plan d'action a consisté à fédérer une mobilisation face à l'émotion qui s'est spontanément mise en place, tout en observant un deuil interne et des moments de commémoration. Nous avons rapidement défini des messages, communiqué, relaté les faits, proposé des porte-paroles dans toutes les langues pour relayer nos messages. Nos 24 associations nous ont aidés à maximiser cet impact. Et les médias sociaux étaient un grand outil au service de cette stratégie. Tous nos volontaires et employés se sont spontanément pris en photo pour exprimer leur solidarité devant l'inacceptable sur nos 60 terrains d'intervention où nous intervenons, avec des messages « We are not collateral damage, stop bombing hospital, respect medical care ». Notre logo a changé de couleur avec un petit brassard noir, spontanément, vu l'engouement qu'a pris cette mobilisation. Nos associations se sont mobilisées, ont appelé leurs membres en renfort, et notre mobilisation est constante depuis un mois. Pas un jour ne se passe sans que notre voix soit relayée dans les médias à l'encontre de cet acte odieux qui nous a tous traumatisés. Hier, par exemple, nous nous sommes une nouvelle fois tous mobilisés, rassemblés en France, en Suisse, en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie. J'étais aux côtés de mes collègues à plein palais à Genève pour dire « assez, arrêtez de bombarder les hôpitaux ». Et par solidarité, il y avait aussi le directeur général du CICR, un représentant de Médecins du Monde suisse, le président du conseil d'administration des hôpitaux de Genève. Ils étaient là et ont publiquement relayé leur solidarité et leur soutien. Pourquoi tout cela? Cette attaque intolérable menée contre notre hôpital est aussi une attaque menée contre les conventions de Genève. Ces conventions encadrent les règles de la guerre et ont été établies pour protéger les civils en temps de conflit, y compris les patients, les personnels soignants et les structures médicales. Elles sont là pour garantir qu'un peu d'humanité subsiste des situations les plus inhumaines. Les conventions de Genève ne sont pas juste un cadre juridique abstrait. Les obligations auxquelles elles soumettent les parties au conflit font la différence entre la vie et la mort pour les personnels soignants sur les lignes de front. Elles autorisent nos patients à espérer accéder à nos structures de santé en sécurité et à ceux qui soignent d'apporter des secours sans être pris pour cible. C'est précisément parce qu'il est interdit d'attaquer un hôpital en zone de guerre que nous nous attendons à être protégés. Le 27 octobre, l'hôpital de Haïdan au Yémen a également été bombardé et détruit par la coalition arabe en guerre avec les rebelles houthis. En réaction aux premières bombes, l'hôpital a pu être évacué, évitant des pertes humaines, mais la population de la province de Sada est privée du seul centre hospitalier à disposition d'une population de 200 000 personnes. C'est un hôpital de plus à être détruit dans une guerre où les structures de soins, les écoles, les marchés, les infrastructures civiles sont quotidiennement ciblées au même titre que les objectifs militaires. Au nord de la Syrie, depuis que les combats ont redoublé d'intensité fin septembre, des attaques ont systématiquement ciblé des hôpitaux dans les gouvernorats d'Idlib, Alep et Hama. Pas moins de 12 structures hospitalières ont été prises pour cible, dont 6 soutenues par MSF. La sécurité des structures de santé, considérées comme des espaces neutres, protégés, continue d'être bafouée dans de nombreux pays déchirés par la guerre. Ces derniers mois, des attaques contre des structures sanitaires ont été perpétrées dans d'autres parties du monde, comme la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Irak ou encore l'Ukraine. Les 5 dernières années, MSF à lui seul a perdu au moins 23 membres de son personnel dans des attaques ciblant la
La violence contre les soins de santé est un enjeu humanitaire crucial qui a toujours les mêmes conséquences. La privation d'accès aux soins pour les populations civiles. Les patients sont privés de soins suite au pillage ou à la destruction des structures médicales, ou s'ils n'osent plus se rendre à l'hôpital par peur de représailles ou parce qu'ils considèrent l'endroit comme dangereux. Le personnel médical est contraint de fuir ou doit aller s'installer ailleurs. Les structures médicales sont forcées de fermer et le personnel médical doit travailler dans des conditions précaires. Les attaques directes contre les hôpitaux, le personnel médical et les patients sont une violation des principes humanitaires. Ces structures bénéficient d'une protection spéciale dans les conflits et bénéficient d'un statut d'immunité contre les attaques. Attaquer un hôpital en zone de guerre est interdit par le droit international humanitaire. La semaine dernière, toutes nos communications publiques, toutes nos communications de presse ont relaté les faits, livré au grand public ces informations et exprimé notre indignation. Chaque année, une large part de nos communications reprend ces éléments. Pourquoi ? Car l'intérêt du public est persistant et car nous sommes indignés, et ce n'est pas une simple histoire entre MSF et tel État. La grande problématique dans ces circonstances est pour nous, en tant que communicants, de transformer une communication en une pression publique ou en une mobilisation afin de relayer le prix que paient les populations. Comment en faire une mobilisation est donc un défi où nous n'avons pas une réponse complète. Pour Kunduz, par exemple, nous avons choisi d'alerter tous les grands médias sur le sujet, avec un message très fort et un symbole, actionner cette commission indépendante que personne n'avait saisie depuis sa création. Nous avons choisi, dans un deuxième temps, de demander le soutien, la solidarité aux associations médicales et les différents acteurs qui nous regardent. Une lettre vient d'être envoyée sur nos terrains d'intervention pour fédérer une nouvelle mobilisation, exprimer une solidarité. Au-delà de l'intense douleur que nous ressentons quand on perd des collègues et des patients dans des circonstances aussi dramatiques, la question du pourquoi est toujours là. C'est la raison pour laquelle MSF a immédiatement communiqué après ces terribles événements et passé le message qui était de demander une enquête indépendante afin d'élucider les circonstances entourant le massacre à Kunduz et obtenir des explications. Les contradictions dans les déclarations publiques illustrent la nécessité d'établir les faits et les circonstances de ces attaques de manière indépendante et impartiale. Il n'est pas possible de nous remettre uniquement aux enquêtes militaires menées par les forces. La compréhension des raisons d'une attaque contre la mission médicale est essentielle afin d'évaluer les risques pour nos équipes de continuer à opérer dans un environnement hostile. Lorsqu'un hôpital est détruit, ce sont des milliers de personnes qui sont privées de soins médicaux et c'est donc pour les populations la possibilité de survivre au cœur du conflit qui est en jeu. Au fond, les armées régulières et les forces spéciales se considèrent-elles encore liées par leurs engagements de respect des structures médicales actives en zone de conflit ? Dans leur communication publique, les responsables se cachent systématiquement derrière des explications de type dommages collatéraux, erreurs malheureuses ou pire, rejettent la faute sur les médicaux qui soignent les blessés de la partie adverse. Pour le Yémen, par exemple, on n'aurait pas bien communiqué les coordonnées GPS de l'hôpital. Mais un hôpital fonctionnel ne se bombarde pas, tout simplement. Il ne s'agit pour nous pas seulement du respect de la législation internationale, notamment les conventions de Genève, qui visent à épargner la population civile des effets dévastateurs de la guerre, ou du respect des règles d'engagement des armées modernes, qui interdisent, y compris en cas de présence de combattants actifs dans la structure médicale, les attaques sans qu'un avertissement soit donné permettant l'évacuation de la structure. Il s'agit surtout de bon sens. Un hôpital est un lieu dans lequel se concentrent les plus vulnérables en temps de guerre, les malades et les blessés. C'est un lieu d'espoir, un lieu d'humanité, au centre d'un chaos souvent meurtrier. Pour la population prise au piège d'un conflit armé, les structures de soins médicaux sont l'assurance que si par malchance on se trouve entre les lignes de feu, on peut se faire soigner, qu'on peut recevoir de l'attention médicale et humaine, qu'on ne va pas mourir tout seul. Le fait de s'attaquer aux hôpitaux est une barbarie. Que diront les Français si d'un moment à l'autre, leur hôpital disparaît de la carte, qu'il n'y a plus de médecins dans la région? Peut-on demander aux Afghans, aux Syriens, aux Yéménites de subir ce que nous-mêmes n'accepterions pas? La violence gratuite n'a pas de place dans une structure de santé.
Malheureusement, même si les événements de Kunduz et de Haïdan sont des exemples récents et spécifiques, ils ne sont pas des cas isolés. Les structures de santé sont d'une manière incompréhensible devenues une partie intégrante de la zone de guerre. De l'Afghanistan au Yémen, de la Syrie au Soudan, de l'Irak à la Somalie. Et nos collègues, médecins, paramédicaux, personnels d'appui, paient souvent le prix fort. Ce n'est pas simplement un problème pour MSF, mais surtout un drame pour tous les professionnels de santé travaillant dans les pays en conflit, et par conséquence pour des millions de personnes vivant aujourd'hui dans les théâtres de guerre contemporaine. Dans un monde qui est en train de se radicaliser, où la logique de « vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous » a gagné du terrain de part et d'autre du spectre des acteurs, où les espaces de négociation et de compromis sont réduits à peau de chagrin, l'action humanitaire, a fortiori médicale, en faveur des populations, court le risque d'être sacrifiée au nom de raisons supérieures toujours plus cyniques. La fin justifie les moyens indépendamment de quelconque principe ou valeur. Comment s'étonner ensuite du niveau de désespoir qui pousse des populations entières sur les routes de l'exil à la recherche d'un avenir possible? Certains diront rien de nouveau, la guerre est une sale entreprise. Nous disons, s'il y a plus d'espace d'humanité en temps de guerre, la civilisation humaine entière perdra au long cours. De ce fait, il est de la responsabilité de tous de se mobiliser et de demander d'une manière insistante aux politiques, gouvernements et groupes armés non étatiques de respecter les espaces de soins médicaux. C'est pour cela que notre organisation Médecins sans frontières est si active publiquement. Nous avons besoin de vous pour relayer ce message et exercer une pression publiquement sur l'ensemble des politiques pour porter ce message. Arrêtez de bombarder les hôpitaux. Aujourd'hui, nous disons assez. Même la guerre a ses règles. Nous avons besoin de votre solidarité pour que le droit international humanitaire soit respecté. Et c'est aujourd'hui le prix que paient les populations. Et nous pensons que c'est notre rôle, comme humanitaire, de le dire haut et fort, car nous en sommes les témoins directs. Merci Valérie. Je vais donc passer la parole à la salle. Je voudrais, avant, rappeler et saisir l'occasion que tu nous donnes, de dire que le droit international humanitaire, effectivement, rappelle que même la guerre a ses limites, pour reprendre une campagne du Comité international de la Croix-Rouge il y a quelques années, mais que l'humanitaire n'a jamais été facile. Que l'humanitaire et l'accès aux victimes a toujours été très compliqué, ça n'est pas une nouveauté. Dans tous les conflits, l'accès aux civils, je rappelle, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, guerre du Vietnam et autres, ça a toujours été très compliqué et par conséquent, il faut toujours se battre pour le respect du droit international humanitaire. Et on voit quand même qu'il y a quelques raisons d'espoir, dans la mesure où nous avons aujourd'hui, elle fonctionne plus ou moins bien, mais elle fonctionne, une Cour pénale internationale qui juge quoi? Qui juge les violations des conventions de Genève, puisque c'est son rôle. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons une Cour pénale internationale permanente pour juger les violations graves et répétées du droit international humanitaire. C'est déjà un premier pas. Voilà. Donc, y a-t-il... Alors, je pense qu'il y a des questions. Alors, une question ici, après... Oui. Bon. Bien, on a 25 minutes. Une petite mise au point, puis une question. Je vais être bref. Alors, premièrement, moi j'ai constaté, je suis un citoyen français, mais citoyen libanais, j'ai constaté que depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le monde devient en quelque sorte sous la férocité du cow-boy américain. Moi, je dirais que les Américains, peut-être l'Amérique, enfin les USA, ils sont démocrates chez eux, mais ils ont une politique étrangère extraordinairement brutale. Et moi j'ai constaté, vous pouvez constater avec moi, qu'ils n'ont pas arrêté du tout de faire les guerres.
Depuis toujours, hein, chez eux d'abord, ensuite Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Vietnam, Corée, l'Irak, voilà, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne peuvent pas arrêter la guerre. J'ai une première question. Vous n'avez pas parlé de l'embargo contre la population civile de l'Irak qui a duré 10 ans, qu'on a empêché même le lait d'être envoyé vers ce pays devant les yeux de tout le monde, et la France malheureusement a participé. Deuxième chose, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes des témoins gênants, les ONG dans les zones de conflit. Vous êtes des témoins très gênants pour ceux qui mènent les guerres. Notamment, c'est ce que, comme elle a cité Madame Valérie, dans les pays qui sont en guerre maintenant, au Yémen et en Afghanistan. Une question à Madame Valérie. Pourquoi vous n'avez pas déposé plainte aux tribunaux de justice internationale? C'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Le bombardement de l'hôpital est un crime de guerre. Il faut aller déposer une plainte contre l'USA. Même si c'est l'USA, la plus grande puissance du monde, ils font des bêtises, ils font des crimes de guerre. Pourquoi vous n'avez pas allé jusqu'au-là? Merci. On va prendre plusieurs questions et puis après on répondra. Alors il y avait Guy, après devant, il y a 2 questions devant, qui sont là-bas. Bonjour, d'abord je tiens à remercier tous les participants ici. Je voulais particulièrement souligner l'importance de ce qu'a dit M. Mohanna et aussi dans l'atelier, dans la table ronde antérieure, M. Kouressi Kondé. J'apprécie fortement leurs propos. Je pense qu'au niveau de l'ingérence, on a bien compris qu'il y a plusieurs échelles d'ingérence. Donc on a des ingérences au niveau international et national au niveau étatique. Mais on a des ingérences d'ONG aussi, au niveau national, et on a des ingérences internes au sein même des ONG. D'accord? Des ONG, je parle d'institutions, d'entités qui travaillent pour l'organisme humanitaire. Donc là, je pense que là, ce qu'a dit M. Mohanna, de bien réfléchir et de bien savoir comment travailler pour les populations, d'accord, et non pas au nom des populations, est très important. Et de savoir reconnaître les compétences locales est très important, d'accord. Donc, on sait très bien que ces différentes échelles d'ingérence sont elles-mêmes sources de conflits, d'accord, et que pour pouvoir résoudre ces propres sources de conflits qui, aux différentes échelles, ont différents motifs, dont la géostratégie, etc., etc., je veux dire, on doit réfléchir ensemble. C'est très important de réfléchir ensemble. Mais de savoir aussi bien utiliser la terminologie. Quand on entend parler aujourd'hui, dans cet atelier, de rebelles outils, est-ce que ce sont réellement des rebelles? Vous voyez? Alors il faut que déjà au sein des organisations humanitaires, on fasse très attention à la terminologie qu'on peut employer. D'accord? Parce qu'on peut biaiser les choses. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre organisations humanitaires et l'État, l'amalgame, il est souvent très difficile à ne pas faire. D'accord? Parce qu'en fonction des donateurs, les organisations humanitaires vont être contraintes à agir d'une certaine façon. Donc il y a un gros travail à faire en interne d'analyse. Il y a un gros travail à faire en interne de décloisonnement. Et il y a un autre énorme travail à faire sur qu'est-ce que c'est que l'humanitaire. Est-ce que ça va en amont, c'est-à-dire ce qu'a dit M. Condé qui est essentiel, la prévention. La prévention, elle se porte sur plusieurs thématiques. La prévention, elle est déjà dans le lobbying en termes de politique. Je veux dire, on est aussi responsable de tout ce qui se passe. On est responsable parce que est-ce qu'on exerce ce lobbying suffisamment pour modifier les politiques de nos propres organisations nationales, régionales, européennes et internationales? Est-ce que ce lobbying se fait suffisamment? Parce que ces politiques interviennent sur le développement des pays. Et je peux dire qu'en amont, pour la prévention, c'est la dernière petite intervention. Oui, je veux dire, en amont, au niveau de la sécurité alimentaire, si on pouvait déjà permettre à ces différents pays
d'être réellement souverains dans leur production alimentaire, de ne pas créer cette érosion des semences locales, par exemple, hein, de ne pas faire profiter nos propres, de ne pas faire profiter les multinationales, etc. Donc il y a tout il y a de nombreux enjeux. de causes, de nombreux enjeux, mais je pense que penser prévention, penser sécurité alimentaire, penser renforcement de la production alimentaire au niveau des populations, et tout ça, ça se fait par le dialogue. Tout ça, ça se fait aussi par les échanges. Échanges d'idées. Merci. Michel Joly. Je vais en passer. C'est une question pour M. Coudet. J'ai bien compris le lien qu'il y avait entre souveraineté et ingérence. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut dire à propos des pays, on ne peut pas appeler ça autrement que pays, qui n'ont pas une souveraineté reconnue, et je pense notamment à la Palestine et au Kurdistan irakien. Merci. Oui. Merci. Et après. Denise Wisbach. Non, attends, on va d'abord prendre ici et puis toi après. Oui. Pour appuyer la question de mon voisin d'à côté, on parle d'ingérence et de protection du droit humanitaire. Je suis surprise qu'on n'ait pas prononcé le mot impunité, notamment concernant la Palestine. C'est quand même un cas singulier où on a une occupation qui se poursuit en toute impunité. Donc j'aimerais savoir effectivement quel est le rôle des ONG, qu'elles soient grandes ou petites, dans ce cas de figure qui fait qu'effectivement on les entend très peu finalement sur la question. On les entend, je dis bien on les entend, d'accord, très peu sur la question palestinienne. La seconde question, je m'adresse aux juristes, même si je suis convaincue dans mon fort intérieur que toutes les multiplications et les complications du droit international font effectivement qu'on crée des zones floues où tout est possible, notamment en termes militaires. Je m'explique, c'est au nom de l'ingérence qu'il y a eu l'opération turquoise au Rwanda. Or, on s'est rendu compte quand même, au bout de quelques temps, que l'opération turquoise a permis aux Français de protéger ceux de qui étaient les alliés naturels et de faire en sorte qu'une population et certains criminels puissent fuir les lieux. Voilà. Donc, deuxième question, quel est le rôle des ONG dans des situations pareilles? Et la troisième, à notre ami de reporter de MSF, vous avez justement parlé de plus en plus de la cible des hôpitaux, en précisant qu'effectivement, finalement, l'hôpital est le dernier lieu qui permet à la population de ne pas fuir. C'est le dernier lieu de sédentarisation. Or, aujourd'hui, on se rend compte, un des derniers lieux, disons, qui permet à cette population d'avoir un repère important qui fait qu'elle ne fuit pas encore. Et pour ma part, je suis convaincue que de plus en plus, on va assister à des grands mouvements de population, comme c'est le cas maintenant, et que dans le cas de figure, dans ces guerres qui sont menées, la population est devenue une arme de pression. Et notamment le fait de faire fuir des milliers de réfugiés. Voilà les trois réflexions que vous m'avez inspirées. Merci beaucoup. Merci. Rémi, dernière question. Oui, je voulais faire une petite remarque concernant dans l'intitulé de cette session, on parle donc de mise en cause du droit international humanitaire, et je pense que ce serait bien de voir quelle est cette mise en cause, parce qu'au fond, ce qu'on met surtout en cause, c'est la non-application du droit international humanitaire, parce que le droit international humanitaire, en principe, a été signé par les gouvernements, par les États. Il existe, il est comme ça. Ceux qui ont beaucoup avantage à ce que ce droit soit appliqué, eh bien, ce sont les victimes, les blessés, les populations civiles, et puis, comme vient nous dire Valérie, Médecins sans frontières, aussi les équipes médicales, les ambulances, etc. Donc,
Ce système existe et il n'y a aucune raison de ne plus qui passe aux oubliettes, simplement parce que maintenant on a décidé que comme notre ennemi, qui est le terrorisme, ne respecte rien, nous sommes dispensés de respecter quoi que ce soit aussi. Il y a une sorte de danger, ce miroir, et la plus grande victoire des terroristes, c'est d'avoir réussi à nous faire renoncer à nos propres principes, et en nous faisant assassiner des dictateurs sans procès, etc., à enfermer des gens dans des endroits de non-droit, etc. Donc c'est ça le problème. Moi, ce qui m'encourage encore, c'est que pour le moment, à part quelques exceptions, on cache encore les violations du droit international humanitaire. Mais le jour où on ne le cachera plus, même plus, alors là, ça sera la catastrophe. Et la publicité qu'on fait sur des exécutions, des décapitations dont on est fier, est le premier pas vers la barbarie. Merci. Valérie, tu commences ? Alors, je vais commencer par répondre à la première question, monsieur. Tout d'abord, nous ne sommes pas des juristes. Et notre idée n'est pas de faire la justice, mais d'essayer d'établir les faits, les intentions et ce qui s'est passé. Dans le cadre de notre action, et nous avons une approche très pragmatique, nous nous battons pour le respect des conventions de Genève, là où nous sommes, pour pouvoir mettre en place, pouvoir mettre la lumière sur ce qui se passe. La saisie de ce système a été faite notamment après consultation de François Saulnier que vous avez mentionné. Est vraiment symbolique. Et c'est notre volonté, c'est déjà, nous sommes une ONG, nous ne sommes pas un État, mais il nous semblait important, à titre de symbole, de mettre en place ce mécanisme qui n'avait jamais été saisi depuis sa création en 1976. Et afin que la lumière soit faite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont en cours par l'OTAN, les Américains et les Afghans, mais nous voulons clairement qu'une enquête indépendante soit mise en place. Et dans le cadre des conventions de Genève, cette commission d'enquête internationale humanitaire existe et nous souhaitons que ce soit celle-ci qui soit activée. La problématique qu'on veut faire mettre en valeur à travers ce processus juridique complexe, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'il y a une guerre entre guillemets, des États contre des, entre guillemets, terroristes. Et ce qu'on nous laisse entendre, c'est qu'il n'y a pas de respect du droit international là-dedans. Nous, on dit c'est pas parce qu'il y a des nouvelles formes de guerre aujourd'hui que ce n'est pas valable. Et on voudrait que ce soit dit et clairement dit de cette façon-là, pas d'une autre façon. Pour répondre aux autres questions qui ont été posées, que peut-être je reformulerai d'une autre façon, dans quelle mesure certaines actions des organisations exonèrent les parties au conflit de leurs responsabilités? Vous parlez de la Palestine, la bande de Gaza est un exemple intéressant. Jusqu'où, ce sont des questions qu'on se pose, où on n'a pas une réponse unanime là-dessus, on a une approche très pragmatique. Jusqu'où la communauté internationale et les ONG doivent se contenter de rendre l'occupation israélienne moins douloureuse? C'est une question qu'on se pose. La réponse est qu'on n'est pas dupe. On sait qu'on peut être récupéré, mais à chaque fois qu'il y a une atteinte au droit international humanitaire, c'est là où vous nous entendez. Mais en attendant, on a choisi, sans être des populations qui se retrouvent aujourd'hui, maintenant, dans une situation qui n'est pas acceptable. J'ai un deuxième exemple. En Irak, on travaille auprès des déplacés sunnites dans les zones kurdes, et ces déplacés sunnites dans les zones kurdes, ils sont coincés entre les lignes de front. C'est une crise dont on parle peu, qui sort peu dans l'actualité. Les gens et les populations auprès desquelles on apporte une assistance sont suspectés d'être assimilés à l'État islamique. Or, nous, nous essayons d'accéder à ces populations pour leur apporter une assistance médicale.
Mais dans quelle mesure cette assistance médicale que nous apportons ne rend pas service à d'autres intérêts qui peuvent être ceux des Kurdes? Donc notre réponse, c'est apporter une assistance, mais aussi apporter un témoignage, raconter qu'il y a des situations où les choses se passent comme ça, que ce soit en Palestine ou en Irak. Et on n'a pas des réponses précises à toutes ces questions. Nous, c'est une question d'équilibre et qu'on réévalue en permanence. Roger? Alors, je voudrais répondre à la question d'abord de M. Joly au sujet du lien entre la souveraineté et l'ingérence. Concernant la Palestine, il s'agit, en fait, d'abord, l'ONU a été reconnu comme un mouvement de libération nationale non représentant légitime du peuple palestinien en lutte pour son autodétermination. Au vu du droit international, il s'agit donc d'une entité qui a un statut de quasi-acteur international. Et non seulement ça, mais depuis la conférence de Madrid et la conférence aussi de 1995, l'autorité palestinienne est investie dans un statut de quasi-État, même si on n'a pas encore un État palestinien en tant que tel, il n'en demeure pas moins que cette autorité-là tout à fait joue un rôle d'acteur international. Et à ce titre-là, la souveraineté de cette autorité doit être reconnue, de cette entité doit être reconnue. Alors, par contre, la question est plus complexe par rapport au Kurdistan irakien, c'est bien ça, en ce sens que le Kurdistan irakien, même s'il est doté d'une autonomie interne, il n'a pas de représentant, il n'a pas de souveraineté sur le plan international à faire valoir. Donc c'est l'État irakien qui est souverain, y compris sur le Kurdistan, mais au niveau interne, cette entité a une autonomie de gestion, donc c'est plus en droit interne que sur le plan international. Je profite de l'occasion aussi pour répondre à la question relative à l'impunité. Le professeur Rubio a répondu en partie à la question tout à l'heure, en ce sens que nous avons aujourd'hui une cour criminelle permanente qui est habilitée à juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et donc violation des lois et coutumes de guerre. Alors les mécanismes sont extrêmement complexes, il est vrai, en ce sens que seuls les États ont qualité à agir devant cette instance, même si les personnes poursuivies sont des personnes, en fait, sont poursuivies sur la base de leurs compétences personnelles, mais seuls les États ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la base du chapitre 7, ou alors le procureur de la Cour qui peut se saisir ex officio. Mais ce mécanisme est extrêmement compliqué et on ne peut pas facilement l'activer. Par contre, il y a un mécanisme qui est tout aussi compliqué, mais peut-être moins compliqué, c'est celui de la compétence universelle de juridiction, qui fait que tout État, pourvu qu'il ait un dispositif pénal interne qui le lui permette, peut engager des poursuites contre des personnes ayant commis des crimes à caractère international et se trouvant sur leur territoire. Et c'est sur cette base-là que le général Pinochet a pu être inquiété, c'est sur cette base que Hissène Habré, en ce moment, fait l'objet d'un procès au Sénégal. Et c'est sur cette base aussi qu'un certain nombre de personnes ont été inquiétées ici en France, que ce soit Jean-François Ndengue, du nom de ce général, de cet officier congolais, de nombreuses autres personnalités qui ont pu être inquiétées, même si ça n'a pas abouti nécessairement. Mais il n'en demeure pas moins que, théoriquement, ça reste une possibilité qui est même parfois beaucoup plus efficace encore que la saisine des juridictions internationales, qui est très très compliquée. Dernière chose, puisque la question m'est adressée, il me semble, concernant l'opération turquoise. C'est vrai, le problème de fond, à mon avis, porte sur le fait que, de plus en plus, et ça fait un